Avant, toutes les routes passaient. Maintenant, toutes les routes arrivent. La maison est accueillante, les livres peu nombreux, et je prépare moi-même le thé pour les fantômes. Faut pas croire ce qu'on voit. C'est de la connerie à tous les coups. Non. Faut croire ce qu'on regarde. Et je ne parle pas de regarder le 20h ou s'il reste du lait. Je parle de regarder avec cette chose que vous avez au fond des yeux, derrière, celle qui vous donne des idées et des histoires et des envies de falaises et de vent. Vraiment, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. C'est comme la patronne derrière sa caisse. En la voyant, on se dit « c'est une sorcière ». Bon, ça, je vous l'accorde, on fait difficilement plus sorcière. Manque plus que la pomme rouge et on se croirait chez Blanche-Neige. Mais en vérité, quand on la connaît, elle n'est pas si vilaine. La plus gentille personne de Nice, même. Enfin, je ne le dis pas trop fort. Si elle m'entend, je me fais virer du salon. Alors oui, les chaises ont l'air vides, mais regardez mieux. Les théières, d'après vous, elles montent et descendent toutes seules? Et les tasses, elles sont bues comme ça, par évaporation? Allons, un peu de sérieux. Ce sont les fantômes, bien sûr. Les fantômes de Nice qui se servent le thé et se le boivent. Vous comprenez maintenant pourquoi la patronne vous a fait asseoir avec moi. Il n'est jamais vraiment désert, son salon. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Mais franchement, qu'est-ce qui vous a pris de venir à cette période? Faut pas s'étonner de finir trempé. Vous dégoulinez ma parole, on dirait un pambagna. Je suis sûre qu'il ne le mentionnait pas, ça, votre guide, qu'on a toujours une pluie d'Irlandais pendant le festival de Cannes. Quand on est venu pour les plages, forcément, ça donne la rougne. Ce qu'ils auraient écrit dans votre bouquin, s'ils m'avaient posé la question, à moi, c'est que le ciel d'ici, il est jaloux qu'on regarde un tapis davantage que lui. Alors chaque année, il nous fait un esclandre. On a le ciel qu'on mérite, que voulez-vous? Enfin, au moins, vous êtes au bon endroit. Les jours de pluie à Nice, mieux vaut les passer ici qu'ailleurs, je vous le dis. Moi, en tout cas, je me sens comme un cake en train de dorer au four, avec le fauteuil bien mou dans le dos, tout autour les fantômes paisibles, les gouttes qui crépitent contre la fenêtre, les théières empilées et de l'autre côté, si on essuie la buée, voilà, le cours Saléya. Le cœur palpitant du vieux Nice. Pour l'instant, il est tout mouillé. C'est joli aussi. Mais il faut l'imaginer quand il fait beau, avec ses parasols rayés qui couvrent le marché aux fleurs. J'espère que vous aurez au moins un jour de soleil pour y sentir le poivre des dahlias et le parfum vert des bassines. La porte de chez Félicité. Vous avez forcément dû passer devant. Elle se situe juste à l'angle du salon de thé, dans une rue de Nice qui ressemble à celle d'avant et à celle d'après. Si on tend bien l'oreille à l'heure de la sieste,
On peut entendre au loin le port et le ressac. Le jour où je la trouve, moi, il pleut un tel déluge que la ville entière n'est qu'un tambour gigantesque. Comme aujourd'hui, en fait. Des lambeaux de nuages s'accrochent au clocher. On ne voit même plus les horloges qui pointent au-dessus des tuiles. La pluie vernisse les pavés d'un sirop transparent. Au coin des caniveaux, transformés en rivières, le marché a laissé des mimosas brunis et des bouts de poissons qui attirent les mouettes. L'eau coule sur les portes des chapelles, sur les grilles des boutiques, dégouline sur les poignées, les heurtoirs, les sonnettes. Mais sur cette porte-là, de cette rue de Nice, la pluie n'a rien où s'accrocher. Pas de poignée, pas de heurtoir, pas de serrure. On n'aperçoit dans le mur qu'une enseigne qui tremble sous les rafales. Son dessin affadi pourrait se confondre avec une figure de barbier, un pain de boulanger peut-être. C'est une tête de mort. Un crâne, coiffé d'un haut de forme, une loupe devant son orbite creuse. Et en dessous, si petit qu'on doit plisser les yeux pour lire, il est écrit « Détective spécialisé, fantôme, âme en peine, esprit errant, entrée sans frapper ». Cet accès-là est réservé au spectre. Qu'elle soit en train de le boire ou de le préparer, il y avait toujours du thé qui fumait quelque part chez Félicité. Pour le servir, elle suivait un rituel qui lui donnait une allure de ballerine dans sa boîte à musique. D'abord, elle remplissait la bouilloire. Puis, en attendant les premiers frémissements de l'eau, elle sélectionnait une théière parmi les dizaines alignées le long des murs, sur le dessus des commodes et le bord des fenêtres, de toutes les formes concevables. Un potiron avec une anse végétale, une dame en jupon, un piano à queue, une cabane au toit de chaume, un cygne, et puis des rondes, des ovales, des en forme de poire, des en cuivre, en céramique, en fonte, en porcelaine, en argile, des élancées, des courtaudes, blanches, peintes, dorées, enfin, vous avez compris, beaucoup de théières. Le service dédié au spectre, lui, tenait dans une mallette pas plus grande qu'un dictionnaire. Quand elle l'ouvrait, on apercevait à l'intérieur la couleur d'un cœur qui pulse. Félicité déposait dans la théière quelques bourgeons d'un étrange thé qui tintait en tombant. Quand la bouilloire chantait le bon accord, elle la retirait du feu. Elle regardait les feuilles se délier, s'étendre sous l'eau fumante, et leur vapeur diaphane entourait le plateau. Elle portait le tout et s'installait face aux fenêtres. L'été, quand il pesait en bas une chaleur de goudron liquéfié, rien ne lui plaisait plus que de rester au frais, en haut de sa tour, à boire son thé au-dessus de la mer, telle une mouette dans son lit. Et s'il pleuvait dehors, une vraie pluie d'ici, elle respirait encore mieux. Elle ne se contente pas de pleuvioter, la pluie d'ici. Elle ne fait pas semblant. La pluie vide Nice de ses vacanciers, de ses bruits de klaxons, de ses voitures en triple file, du bleu fond de cuvette que prend la mer les jours où il fait trop beau. Elle nettoie tout, lave les couches criardes de peinture pour carte postale et rend à la ville le gris pur de sa toile. Félicité portait toujours un chapeau anthracite, un foulard au reflet de lame aiguisée, un chemisier chute de grêlon, un pantalon marre de goudron,
des bottes aux talons en acier et une cape en laine ardoise. Sur les trottoirs, elle projetait une ombre pleine d'orage. Le gris, c'est comme Félicité. Il faut un esprit plus subtil que la moyenne pour en apprécier les nuances. Écoute-moi bien. Tu dois faire preuve de la plus grande prudence. Ne t'amuse pas à adopter la plus jolie théière de la brocante. Sinon, tu sais ce qui va t'arriver ? Tu vas rapporter une bestiole ingérable qui va te refroidir le thé juste pour t'emmerder et te le versera à côté une fois sur deux. Et si tu n'y prends pas garde, bientôt, tu te retrouveras avec un troupeau de théières sauvages. Parce que ta première théière, c'est la plus importante. La théière mère. C'est elle qui guidera ensuite tout le troupeau et le soumettra à ta volonté, comme le chien avec les moutons, tu vois. Donc, il faut en sélectionner une parmi celles qui se laissent approcher. Pour les reconnaître, c'est très simple. Tu leur attrapes l'anse fermement et tu les penches vers l'avant comme pour servir le thé. Si elles te résistent, tu les reposes et tu n'y penses plus, même si elles essaient de t'attendrir avec leurs motifs colorés et leurs formes rondelettes, d'accord ? Ne te laisse pas berner. Des belles théières, il y en a plein le vaste monde. Des théières gentilles, coopératives, c'est beaucoup plus rare. Celles qui ont le plus de mémoire, ce sont aussi les plus difficiles à apprivoiser. Les fonds sans émail, les terres cuites, tout ce qui garde le souvenir des thés passés dans ses parois. Pour commencer, conseil d'amis, contente-toi des sans mémoire, en métal, en porcelaine ou en verre. Ensuite, quand tu as trouvé la bonne, tu la rapportes à la maison. Le reste, je te le dis pour plus tard, quand tu posséderas un troupeau à toi. Chaque nouvelle théière, tu la poses pas trop loin des tiennes pour qu'elles fassent connaissance, mais pas trop près non plus, pour ne pas les brusquer. Et tu attends. Tu vois si elles s'entendent ou si elles se chamaillent. Petit à petit, tu la rapproches, un peu chaque jour, jusqu'à l'installer avec les autres. Et pour finir, le test ultime. Tu sers le thé avec, devant le troupeau. Là, attention, tu dois y aller tout doucement. La surveiller pour t'assurer qu'elle ne se rebelle pas en comprenant son sort. Ça arrive des fois que certaines n'aient pas saisi qu'elles étaient devenues des théières domestiques, et alors elles se mettent à ruer, à piaffer, à sauter, un peu comme ces enfants tout sages le matin de la rentrée qui découvrent le lendemain qu'il va falloir y retourner. Et puis bien sûr, tu dois rester attentive aux théières qui observent. Elles pourraient se sentir trahies et tenter de mettre fin à leur jour en se jetant de leur étagère. Une fois, j'ai perdu comme ça, à cause d'une crise de jalousie collective, tout mon troupeau d'un coup. Terrible. Depuis, je mets toujours un matelas par terre avant de tester une nouvelle recrue. Cela dit, ce n'est pas le plus grave de casser une théière. Il faut juste n'en perdre aucun morceau. Si elle s'émiette, par contre, c'est foutu. Mais tant que tu as toutes les pièces et qu'il n'en manque aucune, tu peux la réparer. Tu peux même en faire ta théière la plus précieuse, plus importante encore que ta théière mère. Regarde. Elle a juste tendu les mains en avant, sans siffler, ni taper, ni rien. Une petite théière est tombée, aussitôt depuis très haut dans la tour, pile entre ses paumes. Je ne l'avais jamais vue.
Elle était élégante, d'un noir mat et traversée de cicatrices dorées. Le kintsugi, c'est rendre la vie à ce qui est mort, y dessiner des veines où coule un sang fait d'or. Cette théière accomplit pour moi plus qu'aucun des étrangetés. L'eau qu'elle sert me répare, parce que je l'ai réparée en premier avec du soin et de la douceur, et parce que j'ai transformé ses fêlures en trésors. Elle l'a posée entre nous et l'a caressée comme un chat. Je te montrerai un jour les étapes lentes et patientes du kintsugi. La poudre d'or et la laque, les morceaux qu'il faut réunir, les longues attentes qui comblent les fissures. Mais enfin, voilà un peu les conseils que je voulais te donner. Pour résumer, sois prudente, Clé. Ne rapporte pas de théière sauvage, choisis bien ta théière mère. Pour vous rendre chez la sorcière, il vous faut encore quitter Nice. Direction l'Italie cette fois. Roulez vers Menton, passez la frontière, sortez de l'autoroute. Prenez les chemins qui montent vers les hauteurs. Traversez les banlieues qui s'enchaînent, les zones industrielles, les voies de train, les lieux ni habités ni déserts où se côtoient les décharges et les villas blanches, les campings, les viaducs, les vendeurs de fontaines et de statues mortuaires sur le bas-côté, les pins qui se changent en sapins, les routes en piste, les collines en montagne. Saluez, sur votre passage, c'est plus poli, les bergers édentés qui vous regardent comme s'ils n'avaient jamais vu une voiture. C'est probablement le cas. Éloignez-vous des bruits du monde. Atteignez le silence. Voilà, vous y êtes. Les alpages s'arrêtent brutalement aux premiers arbres, très noirs, très hauts, qui se dressent comme un mur. Sous leurs épines, entre leurs troncs serrés, s'enfonce un chemin englouti par l'obscurité. C'est là que vous allez. Le mont Bégaud est sombre, celui-ci est lugubre. On n'a pas voulu donner de nom à cette partie du massif, sur les cartes du moins. Les gens qui vivent autour l'appellent Il Monte della Strega. Si vous frissonnez, c'est normal. Tous les voyageurs qui empruntent ce sentier tremblent un peu, à cause de l'humidité peut-être de la brume dont les lambeaux se déploient sur le sol, ou peut-être des ténèbres opaques qui soudain vous entourent et de l'orée du bois qui, derrière vous, a déjà disparu. Vous pouvez respirer. Le chemin débouche bientôt sur une clairière. Un rayon de soleil éclaire un ruisseau, un moulin à eau, une maisonnette. Des fruits et des lapins sont sculptés dans le bois du toit et des balcons. De petits cœurs trouent les volets. Sur les murs, des personnages à bretelles et chapeaux sont paralysés dans d'étranges poses. Le tableau est charmant, non ? Il le serait sans aucun doute s'il ne se désagrégeait pas. L'herbe autour de la maison est morte, les colombages se fissurent. Sur la peinture écaillée des murs, si vous regardez mieux, les sourires figés ressemblent à des grimaces. D'ailleurs, on n'entend rien. Aucune brise, aucun pépiment, aucun bruit hormis celui des gouttes sur les mousses.
Nous venons de poser les pieds sur les terres de la sorcière. La sorcière s'appelle Egonia. Elle vit là depuis si longtemps qu'elle en a oublié les ailleurs qui existent. Le monde autour, pour elle, c'est juste une infinie forêt qui a déteint ses lichens et ses fougères sur les haillons qu'elle porte. Ou peut-être qu'elle les a colorés exprès. Elle ne sait plus. En tout cas, c'est pratique pour chasser les mulots. Suffit de s'accroupir dans un coin sombre. En moins de 3 minutes, une bête arrive toujours. Alors, paf! Elle abat sa main sur le cou de l'animal. Ça sent bon après en rôtissant sur le feu. Le goût, Egonia n'a jamais connu. Ce qui touche sa langue pourrit aussitôt et descend déjà décomposé dans son gosier. Lui restent les odeurs, c'est tout. Les derniers rayons de l'après-midi traversent les persiennes ébréchées. Ils éclairent la poussière sur la table, le sang sec dans les écuelles, les ordures partout. Un seul objet brille au milieu du chaos, intact. On dirait une colombe endormie. C'est une tasse en porcelaine. Quand le soir tombe, Egonia y jette une pincée de feuilles noires et y verse de l'eau fumante. Elle trempe les lèvres. Ça brûle un peu. Elle avait soif. Le bouillon la réchauffe en lui coulant dans la gorge et sur le menton. En reposant la tasse, elle remarque au fond que le tas d'herbe humide a pris une forme anormale. Elle la porte près du feu. À la lumière des flammes, elle déchiffre syllabe après syllabe le message que le thé dessine. Maman est morte. Maman. Elle avait presque réussi, en oubliant tout le reste, à éliminer aussi ce mot-là. Maintenant, le visage d'épouvantail de sa mère lui attaque la mémoire. Même en fermant les yeux, elle le voit, plus palpable que s'il venait de passer par la fenêtre. Maman. Pas d'autre précision. Il n'y a qu'une sœur pour dire le mot comme une évidence. Enfin, si on peut appeler sœur quelqu'un qui vous muselle, vous abandonne, vous trahit, puis vous ignore pendant 30 ans. Morte. Elle respire, et tout à coup, les parfums autour lui semblent plus vifs. La lumière qui vient du dehors, moins froide. L'air s'est réchauffé. Si elle savait nommer les choses, elle dirait « Je suis soulagée ». Mais elle ne sait pas nommer Egonia. Elle a oublié beaucoup de mots, ou elle ne les a jamais appris. Alors elle respire mieux, c'est tout, et c'est déjà ça. Mais quand la minute d'après, ses poignets perdent leur force, quand elle doit reposer la tasse qui s'est mise à osciller entre ses doigts, cette fois, pas besoin de nommer. Elle sait ce qui lui prend. Parce que ces mots-là, ces questions-là, celles qui lui font trembler les mains, elle les garde collées sous le palais depuis 30 ans. Pourquoi ce nom qui portait la mort ? Pourquoi cet amour pour Félicité et pour moi ce dégoût ? Pourquoi ? Sa mère lui semblait éternelle.
Elle croyait avoir bien plus de temps pour lui demander ce qui, malgré la distance, les arbres qui la cachent, la forêt qui l'entoure, la maison où elle se terre, ne l'a jamais quittée. Egonia émet un vagissement. Sa voix racle comme un cri de corbeau. Depuis 30 ans, elle ne l'a pas utilisée. Elle réarrange les feuilles au fond de la tasse pour répondre au message, puis elle sort. Elle a l'impression un instant d'oublier quelque chose, puis se rappelle qu'elle ne possède rien à emporter. Dehors, sur la façade décrépite, la porteuse de lait, les petits qui jouent et les hommes à salopette, bière à la main, immobiles sous l'éclairage gris de la lune, s'agitent pour la première fois. Les buveurs clignent des paupières, la balle des enfants suspendue en l'air tombe et rebondit. Quelqu'un renverse une bouteille en s'étirant. Tous se regardent, hébétés, et suivent des yeux Egonia sur le pas de la porte. La sorcière a les doigts qui fourmillent. Elle les plie et les déplie. Les articulations craquent. C'est comme se réveiller d'une très longue sieste. La laitière peinte ramasse les petits, les hommes remontent leurs bretelles, et ce monde d'images se presse dans l'angle de la maison pour voir s'en aller la sorcière. Sur la façade nue, derrière eux, ne restent que des bières à moitié bues, une flaque de lait et une balle abandonnée. Ils se sont réveillés pour dire adieu à Egonia, leur sorcière mutique, qui s'en retourne cette nuit au village de son enfance, de l'autre côté des montagnes, obtenir des réponses aux questions qu'elle n'a pas posées. Félicité, il fallait se lever tôt pour l'étonner. Elle vivait dans un univers de fantômes mutilés. En attrapant un paquet de yaourts au supermarché, il lui arrivait d'enfoncer la main dans un spectre en pleine sieste au rayon laitage, ou sur l'autoroute, de voir errer sur une bande d'arrêt d'urgence un autostoppeur qui traînait derrière lui ses entrailles. Elle haussait à peine un sourcil. Face à cette silhouette noire, écrasée par le soleil de midi, pourtant, ses talons d'acier restent collés au sol. Elle dévisage sa jumelle. La femme qui se tient près de la bergerie ne lui ressemble pas, et pourtant il s'agit bien d'elle. Félicité le sait, comme elle sait quand cligner des yeux et avaler sa salive. Son corps et celui de sa sœur se sont nourris de la même chair pendant plus de 10 mois. Agonie paraît au moins bicentenaire. Son dos est bossu, sa peau flasque. De rares mèches parsèment son cuir chevelu. L'âme rattrape toujours le visage. Elles ne se disent rien. C'est inutile. Pas besoin de parler pour lire mot à mot le discours intérieur que l'autre se récite. Et puis franchement, qu'est-ce qu'il y aurait à dire ? Après une vie entière à s'ignorer, à vivre en fille unique. Et en fille de personne. Quoi de plus à se dire ? 30 ans après s'être quittés. Sous les haillons de ma sœur, songe Félicité. Sous ces haillons, ce que je vois, c'est un tas
où s'empile très exactement la liste des scories que j'ai abandonnées sur le perron de mon palais. Rien d'éclatant que la laideur, rien de puissant que la nausée, le dégoût qu'elle essaie exprès pour emmerder le monde et mériter sa haine, s'en délecter. Car s'il faut que l'on soit meurtri, autant choisir avec quelle dague, autant la fabriquer, l'offrir à chaque main qui passe pour garder l'illusion après les coups. Que la blessure ne saigne pas, puisqu'au fond cette déchirure n'était orchestrée que par soi. Sous les tissus d'argent et sous les cheveux lisses, Songe Égonia, je reconnais une ombre, celle de l'autre que j'aurais pu devenir, femme béton cimentée de certitude, cuirassée d'habitude, verticale, sans fissure, terrée si loin derrière ses murs, ce territoire où elle amasse bottes d'acier, cheveux teintés, précieuse porcelaine, qu'elle n'y trouve plus de place pour rien d'autre qu'elle-même. Dans cette forteresse-là, rien n'est prévu pour le désordre, pour les ordures et la colère. Alors la femme béton les ingère et planque tout ce qui déborde derrière des murailles de masques et de miroirs sans teint. derrière les murailles et sous les vieux haillons, chacune croit bien sûr avoir raison. L'une parce que, depuis toujours, elle vit avec la vérité, et l'autre parce qu'elle sait. Les gens qui doutent le moins sont infailliblement ceux qui se trompent le plus. Tu sais ce qu'on dit des bergers ici. On me détestait pas. On m'aimait pas non plus. Je pouvais être utile ou dangereux, donc on me saluait de loin sans jamais m'approcher. Le pâtissier montait de temps en temps pour le lait, la fileuse pour la laine, et voilà. Attention, je m'en plains pas. Quand on devient berger, on le sait qu'on sera pris pour un jeteux de sorts, un faiseur de temps, un tempestaïr. Et c'est vrai. Je le nie pas. Je pouvais éloigner l'orage de mes troupeaux et guider la pluie vers mes pâturages pour qu'ils verdissent. C'est très simple en réalité. N'importe qui peut l'apprendre. Les gens croient qu'en hurlant contre le vent, en suppliant le ciel, ils arriveront à quelque chose. Pas du tout. Tu aimerais, toi, qu'on te crie de partir, qu'on te supplie de disparaître ? Bon, les nuages, c'est pareil. Comme n'importe qui, au fond. Il faut apprendre à les connaître. Les fréquenter longtemps, sans réclamer leur compagnie. Devenir leur ami. Rester depuis l'enfance sous la pluie poisseuse, des journées et des nuits, et surtout sans se plaindre, parce que râler, ça change rien. Écouter la tempête siffler furieusement sans jamais lui répondre, sans imprécation, sans la maudire. Se laisser brûler la peau par la lumière qui t'aveugle, se laisser brunir les bras et blondir les cheveux, s'enraciner presque, à se faire passer pour un arbre et recevoir la foudre s'il faut en arriver là pour protéger les bêtes. Alors, petit à petit, le ciel te connaît. Il sait où te trouver, le rythme de ton pas, la texture de ta peau, le timbre de ta voix. Et comme tu n'as rien demandé de toutes ces années, comme tu l'as laissé couler, souffler, brûler, hurler sur toi,
Si un jour tu dis, doucement, sans insister, j'aimerais un peu moins de vent, s'il te plaît. Il va pas te le refuser. Voilà comment on devient tempestaïr. De la patience et du silence. Du temps sans toi, sans tuile et sans ardoise entre le ciel et toi. Rien de plus. Mais les gens, tu as beau leur expliquer, ils n'écoutent pas. Quand je suis arrivée ici, j'avais 20 ans et jamais tenu une conversation de plus d'un quart d'heure, sauf avec les moutons, je veux dire. J'ai pris la bergerie parce qu'elle était vide et que personne la réclamait à cause des fleurs cannibales. Ça réjouissait le hameau de retrouver du fromage et des écharpes en laine. On ne me parlait pas davantage pour autant, tu penses, mais au moins, je faisais partie de quelque chose, même de loin. Je suis restée comme ça 20 ans de plus. Et puis, un soir, en plein agnelage, on a tambouriné à la porte. J'ai d'abord cru à un orage de mars tombé sans prévenir. Je suis allée ouvrir. Là, dans la nuit sans tonnerre, il y avait une fille. Elle portait des couleurs de ciel et de prairie. « Vous habitez ici ?» elle m'a demandé. J'ai hoché la tête. J'étais déjà pas bavard, mais d'un coup, même les mots oui et non m'ont paru compliqués. « Je vais entrer quand même, » elle a dit. Ça tombait bien. J'avais besoin d'aide avec les brebis. Tout de suite, la fille a installé ses 2 gros sacs dans la maison. Elle a rempli une bassine à la pompe et s'est rincé les mains, comme si elle vivait ici et que c'était moi l'invité. On a accouché ensemble 8 agneaux ce printemps-là. Les 8 premiers. Elle ne me posait pas de questions, donc j'ai rien demandé non plus. Je la regardais pas trop, sauf quand elle me voyait pas. Elle avait l'allure d'une fée, et je me réveillais chaque matin en pensant que sans doute elle serait plus là. Alors, je ne saurais jamais si je l'avais rêvé ou si j'avais commencé à dormir dans la paille de l'étable par simple folie, pour laisser mon matelas à un mirage. Mais elle est restée. Elle a trouvé des noms pour les agneaux. Elle a mangé avec moi des salades de pissenlit et des bouillons au romarin. Elle a tondu et trait les bêtes. Elle m'a raconté qu'elle s'appelait Carmine et beaucoup d'autres choses encore. Elle a dansé devant le feu quand je jouais du fifre et du tambourin. Elle m'a invitée à la rejoindre sur mon propre matelas. Quelquefois, Carmine avait des accès de tempête. Pour un bleu sur sa cuisse, pour une remarque reçue au marché, elle rentrait sans fermer la porte, se roulait en boule et restait par terre à grincer des dents. Elle pleurait pas, elle criait pas. Le ciel le faisait pour elle. Des orages et des pluies tels que seul le mont Bégo s'est en déchaîné. Le fracas d'un fouet géant qui claque contre les cimes. Des mélèzes qui hurlent comme déracinés, comme si on arrachait leurs jambes hors de la terre. Les bêtes qui bêlent en écho, qui ruent et s'affolent de l'autre côté du mur. De la foudre, surtout, à fendre la montagne. Peut-être, je pensais alors, que Carmine restait pour le tempestaïr en moi, pour que j'éloigne d'elle les tonnerres. Pourtant, même si je demandais au ciel d'apaiser sa furie,
Rien ne marchait mieux que de tenir la petite contre moi et de lui murmurer des mots, des « Jolie Carmine, ma belle Carmine, ma chérie ». Elle répétait après moi « Jolie Carmine, belle Carmine, Carmine chérie ». Son front devenait moins fiévreux, sa mâchoire se dénouait, elle respirait mieux et l'ouragan passait. En rentrant une fois, je l'ai trouvée assise près du feu, face à un homme en tunique noire et col blanc. « Ce monsieur va nous marier », elle m'a dit. « C'est bien », j'ai répondu, et je le pensais. Le jour de la fête, avec sa couronne de sapin, sa robe en laine tissée, ses graines de rousseur sur le nez et les pommettes, j'ai cru épouser un esprit des forêts. Je comprenais pas pourquoi Carmine, la petite et menue Carmine, 100 fois plus de beauté et 20 ans de moins que moi, douce depuis le dessous des pieds jusqu'aux paupières, sombre et rose et belle, je t'ai dit à quel point elle était belle, restait auprès d'un berger gris, silencieux et rugueux. J'ai jamais osé soulever la question. J'avais peur qu'elle se la pose aussi. Moi, j'étais de plus en plus vieux, de plus en plus plissé, et elle continuait d'avoir 20 ans. Déjà qu'au début, les gens la prenaient pour ma fille, bientôt on m'a demandé si c'était ma petite fille. Je m'en fichais. Tant qu'elle restait et tant qu'elle s'en fichait aussi, ça m'était bien égal. Et je vais te dire, Félicité, s'il fallait retourner sur mes pas, je ne voudrais rien savoir d'autre. Quand tu as 40 ans, le double de moutons et personne à aimer, si une fée des forêts frappe une nuit à ta porte et souhaite t'épouser, tu ne demandes rien. La vérité, c'est une bulle de savon noir. Tu cherches à la saisir, elle risque d'éclater.